Bonjour, Annelle. Un des dossiers qui a beaucoup fait jaser en première moitié de saison, c'est celui des gardiens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le plan, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? Et en sous-question à ce moment-ci, est-ce que Samuel Montembeault demeure le gardien numéro 1? On sait que 3 gardiens n'est pas idéal. J'attendrai pas un changement dans les prochaines 24 heures. De toute façon, on joue, je crois, 5 matchs en 7 jours. Alors, on n'est pas inquiète au niveau de les gardiens d'avoir l'action, mais idéalement, on n'aura pas 3 gardiens à long terme. Puis au niveau de gardien numéro 1, moi j'ai toujours cru que j'aime pas donner des chiffres ou des titres à des choses. Je pense que les gardiens qui jouent le mieux jouera le plus. C'est ce qui est arrivé quand Sam est arrivé ici, puis il a gagné le poste. Je pense qu'à un moment donné, Jake aurait probablement été le gardien le plus... mais Sam est arrivé, puis il a très bien joué. De toute façon, je dirais que Sam, ça fait 2 très bons matchs, puis on n'a jamais été inquiète qu'il a oublié comment jouer au gardien. C'est juste qu'il y a une mauvaise séquence, puis on est content puis confiant qu'il a regagné sa forme. Martin McGuire et Jonathan Bernier. Quand Fowler est encore très bon, oui. Puis c'est un marché qui n'est pas facile pour les gardiens, surtout quand ça se met à aller moins bien pour le gardien, parce que les saisons ne sont pas toujours parfaites. Est-ce qu'en ce sens-là, dans l'évaluation que vous faites, le peu de métier qu'il a est un élément important dans les décisions que vous allez prendre, éventuellement, parce que tu viens de dire que ça ne sera pas éternel, 3 gardiens? C'est sûr que dans l'été, le plan était que Fowler jouera la plupart de la saison dans la Ligue américaine. On sait toujours avec les blessures, des choses comme ça, qu'il y avait la possibilité qu'il jouera des matchs à Montréal. Au niveau d'un marché difficile, c'est sûr qu'on va toujours être prudent puis essayer de protéger un jeune gardien comme Fowler. Mais en même temps, je dirais qu'il y a une certaine côté mental. Son approche et il n'a pas l'air d'un jeune de tout. Il est très, très mature, puis il rebondit. Même quand il a fait l'erreur en arrière du net contre Philadelphie, j'ai vu des séquences dans le midi après quand les gens l'ont demandé, puis je pense qu'il a répondu de la bonne manière. J'ai joué au gardien toute ma vie, j'ai pas fait cette erreur souvent, je m'attends pas à le faire encore. Alors, tu vois qu'il y a une certaine force mentale qui va l'aider dans le futur. Salut, Jonathan. Vous aussi. Pendant l'été, au début de la saison, il était souvent question d'essayer de trouver un deuxième joueur de centre pour appuyer Nick Suzuki. De la façon dont le deuxième trio va avec Lindell, Kapanen, Slafkovský, est-ce que le mandat n'est pas devenu d'essayer de trouver peut-être un allié de premier trio? Parce que le deuxième trio pas très bien, le troisième trio aussi a une certaine stabilité. C'est une difficile question de répondre dans le sens que quand tu parles de mandat, est-ce qu'on parle de cette année ou est-ce qu'on parle de la future de l'équipe? On croit qu'on a beaucoup de talent qui s'en vient aussi. Au niveau de cette année, est-ce qu'il y a la possibilité qu'on ajoute un joueur pour aider le top 6? Probablement trop tôt pour répondre à cette question. Mais on est toujours ouvert à des moyens. Je pense que je l'ai dit. Vous êtes probablement fatigué d'entendre la balance entre aujourd'hui et la future, mais on va regarder tout, mais toujours avec cette balance en tête. Est-ce que Kirby Dach pourrait être le joueur qui remplirait ce rôle-là et où est-ce qu'on en est avec la réadaptation de Kirby quand on a passé l'échéance? Kirby pourrait être. Il y a eu des bonnes séquences avec Nick puis Cole dans le passé, mais c'est quand même une question plus pour Martin puis quand Kirby sera de retour au jeu. Au niveau de son réadaptation,
on va être très prudent avec lui, vu que c'est sûr c'est une blessure au cheville, mais c'est au même jambe que son genou. Alors, toute chose égale, on va être prudent, très prudent avec lui, avec son retour, parce qu'on veut que quand il revient, c'est pour la saison. Alexandre Gascon. Salut Ken. Salut Alexandre. Ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Oui, ça c'est fait. On passe à la deuxième question. Si tu compares à l'année dernière, évidemment, vous avez fait beaucoup de chemin, à peu près à ce temps-ci de la saison. Ce serait quoi? Où as-tu vu ton équipe s'améliorer le plus durant cette année-là, ou particulièrement depuis le début de l'année? Et c'est quoi le principal chantier à venir, là, où elle doit s'améliorer particulièrement l'année prochaine? Je crois que, probablement, si j'étais pour être vraiment spécifique, c'est comment on défend dans la zone neutre. Beaucoup plus ça que dans la zone défensive, parce que je pense qu'il y a eu plus d'efforts là-dessus l'an passé. Au niveau d'amélioration, moi je crois que ça change de semaine à semaine, du mois au mois. Je pense que, pour comme donner un exemple, le power play, je pense qu'on est 7e ou 8e dans la ligue, mais on vient de passer une séquence où ça ne fonctionnait pas avant le match à Dallas. Alors, je pense pour les coachs, c'est toujours une question de, on dit en anglais, plug one hole and another pops. Alors, ça, c'est la vie d'un coach, ça, c'est la routine d'une équipe dans la Ligue nationale. Mais on voit il y a une maturité dans l'équipe, les décisions qu'ils prennent. C'est probablement plus que d'autres choses, c'est ça. C'est pas nécessairement au côté système. C'est la maturité de lire le match puis prendre des décisions en fonction de où on est rendu dans cette match. Si on mène par, comme Slav l'autre jour, il y a eu tout un match contre Dallas, mais il y a un moment donné, je pense qu'il y avait la bataille dans le coin pour. Ça sentait comme 10 minutes. Il prend la rondelle, puis il fait une passe par en arrière, en avant du net. Puis on menait par un but, puis on vient d'avoir passé une bonne séquence dans la zone défensive. J'ai vu dans sa face qu'il savait que c'était pas le bon jeu tout de suite après. Alors c'est des choses comme ça. C'est juste la maturité d'une jeune équipe. Jean-François Chaumont et Alexis Bélanger-Champagne. Salut Ken. Salut Jeff. Joe parlait tantôt de ton deuxième trio. Quand vous regardez l'évolution d'Oliver Kapanen, seulement 22 ans, est-ce qu'il peut un jour remplir cette chaise-là d'être un bon deuxième centre dans la Ligue nationale, selon la progression qu'il y a eu au cours des derniers mois? Oui. Sans aucun doute. Qu'est-ce qui fait voir que oui, c'est vous-même surpris de son amélioration cette saison? Oui et non. Je croyais. Honnêtement, je croyais qu'il y avait les moyens, le potentiel de l'être. Il est vraiment, je pense, pour apprécier Oliver, il faut lui regarder sans la rondelle, défensivement et offensivement. Des fois, qu'est-ce qu'on voit quand tu regardes le match, c'est qu'est-ce qu'il fait quand il reçoit la rondelle. Souvent, on voit qu'il reçoit la rondelle dans des places pour scorer, mais c'est qu'est-ce qu'il fait pour se rendre là, pour lire le jeu sans la rondelle, puis c'est aussi les détails qui emmènent défensivement. On voit la manière, il a beaucoup aidé des avantages numériques depuis qu'il a été mis en désavantage avec les blessures qu'on a eues. C'est un joueur très intelligent, puis c'est un joueur, si tu suis son progrès depuis qu'il est repêché, il y a toujours un progrès. C'est pas son trajectory? Trajectoire, c'est pas comme un roller coaster, c'est plus steady. Oui. Alexis. Salut Alexis. Par rapport à cet été, il y avait été question de départ de plusieurs vétérans. Je pensais qu'il y a eu une blessure cet automne, mais vous êtes allé finalement chercher Philippe Dano à la fin du mois de décembre. Est-ce que sans les blessures, c'est un problème que vous auriez eu à pallier quand même? Et est-ce que vous voyez l'arrivée de Dano comme une solution qui peut avoir un impact un peu comme Carrier l'année passée, où ça stabilise un peu pour avoir plus d'expérience? Oui, je dirais que l'échange pour Philippe Dano n'était pas nécessairement une fonction des blessures, plus une fonction du besoin. Quelqu'un qui
qui a beaucoup d'expérience, qui est connu pour son défensif, connu pour ses face-offs, connu pour le désavantage numérique, centre gaucher. Alors, il répondait à beaucoup de besoins à court terme pour nous. Puis on a décidé qu'au niveau de cette balance, que ça valait le choix qu'on a donné à Los Angeles pour l'avoir de retour. Puis on l'a vu dans plusieurs moments importants déjà, même juste pour gagner une... mes garçons ont joué à lacrosse quand ils étaient plus jeunes, puis au départ, je disais toujours, je ne revenais pas qu'il y avait une position juste pour prendre des face-offs. Mais l'hockey devient de plus en plus un jeu de possession. D'avoir quelqu'un qui gagne au rythme que Phil gagne, c'est vraiment important. Stu Cowan, Arvind Basu, et Eric Engel. Kent, very eventful first half of the season. Yeah. What impressed you most about your team, and what concerned you the most? Impression, resilience, just the resilience, confidence. And I saw the article you wrote the other day, and the professor from Cornell talking about how you build culture and that kind of thing. And I think that is what we have going on here, is that you have a group of guys that are playing for each other. You see it every day. They're excited. In the world of professional sports, we're in a team sport, but there always is the risk of individualism coming in, because it's a career, and the success of one may cost you ice time and ultimately your ability to earn over your career. So there's a delicate balance, I find, in pro team sports, and right now that's probably the most impressive thing I see from our group. What concerns me the most? Figuring out how to put it all together, but it's more from kind of a management perspective, right? We get excited to see young talent coming in, but ultimately we have to build a hockey team. And it's not so much a concern as it is okay, how are we going to do this? It probably occupies. My wife says there's a gerbil that doesn't shut down very often when I'm lying in bed staring at the ceiling, but that's what the gerbil's trying to figure out. Balancing present and future at this stage of the rebuild? Yeah, I mean, before it was easy, right? It was a very obvious path, and I think as hopefully we get to the other end of it and the path becomes obvious again, because we'll be on the other side of it. In the interim, yeah, it's a delicate balance, and there's a lot of considerations, because if you go make a move to bring something in, you over what time period, and what does that do in terms of other players that deserve an opportunity or may come and be prove that they belong, because you can't just make contracts disappear. Hello, Arpin. Hello, Ken. I want to follow up on that specific thing. You mentioned balance, and that you said it a lot, but I think you would agree that balance has shifted. It's not quite as geared towards the future as it was in previous years. So as you look at this team, and last year you approached the deadline and you did something different in the sense that you did not sell off players who were at UFA. It was a change. You go out and get Noah Dobson, that's a change. That's a different track. Even there's a no trade to this extent. I think Nick mentioned he doesn't think he's ever traded for a player that old. Yeah. You have. So when you talk about this delicate balance in this interim phase where it's not as obvious as it is when you're tearing it down, and not as obvious as it might be when you're a cup contender, just how do you plan on viewing your trade assets between now and the deadline, and the present needs of this team versus the potential longer term needs and the potential other uses of those trade assets? Would a gut feel be sufficient for an answer? If that's what you're going with, then fine. But I mean, you have to have some. I think you have to there's have some idea of what you do, how you're going to look at that. It's going to come down to who's available, at what cost, and
if we're acquiring a more experienced player that can help us in the here and now more so than in the future, what kind of commitment are we making to that player? Like, are we acquiring a guy with 4 or 5 years left? Are we acquiring a guy with a year left? What kind of health what do we look like a month from now, health-wise and everything else, with an Olympic break for some, not all, obviously. I think all of those factors, how are we playing, what's going on elsewhere, I think all of those will be factors, and the longer we can wait to make that decision, the better off we are, unless something arrives between now and then that's just too good to turn down. But when you say, is it 1 or 2 years, or 5 or 6, I would imagine the shorter term is preferable, I guess. Yeah, I think Player, obviously. depending on the player, right? Like you mentioned, the shift, we acquired Carrier, Dobson, and Deneau. Carrier, was 26 at the time that we acquired him with term left, and Noah was even younger. So they were players that were going to come in and help in the now and in the future. And then Phil's an older player with only 1 year left after this. So that was probably the most significant short-term move that we've made since I've been here. Do I see another type of move? Possibly, yeah. But at what cost? Understanding there's only one Colorado Avalanche practically on pace to break records in this league. There's always a few contenders within the league. I know you've talked about the lack of experience in the youth of your team, probably putting you guys maybe a couple years away from that status. What, aside from gaining more experience, what elements would turn you guys into a contender from what you already have in place? Lots. That's a hard, like if you're talking about this year, like putting these elements in place so that we could, I'd like a lot of things, to be perfectly honest. I don't think that in the short term we're constructing the perfect team to compete with the Colorado Avalanche. And I don't think we have all the information, right? We have some guys on, somebody brought up the second line's been great, trying to figure out the right match for Cole and Susie. Is it internal? Is it Kirby? Is it Newhook when he comes back? I don't have that answer. Maybe it's Slav and he's doing the same with them and somebody else is fitting in. That's more Marty's in terms of using what we have in-house. But the more information we gather between now and then, probably the better position we are to say that could another top 6 player help. Could we use a little more physicality, a little more playoff experience? All of those things I think are considerations. How far off do you think you are based on those things? You say there's lots, but it doesn't look like so much when you see the process and the results of the team. I've said to you a lot, like I don't have this. We didn't come in with this blueprint. We've tried to. We have a plan, but the blueprint isn't going to go from A to B to C to D all the way through the alphabet in terms of one step at a time, because I think you have to retain some flexibility. We're probably ahead of schedule. If you're asking me, like when we came in year 1 or year 2, did we think the team would be as competitive as it is? Probably not. We have talent coming. How it's really hard to know. Like I watch a lot of Lane Hudson. I already played with my son, and I watched him all the way up. I didn't know when we signed him out of college I'd like to say I knew, but I didn't know he was going to be that good that fast. So, along the way, you're asking me how far. Like we have talented players. I don't know how fast they hit the ground running, but I know they're talented and are going to be a big part of our group in the future. Je comprends qu'en matière de blessures, beaucoup de choses peuvent changer d'ici le retour des Jeux olympiques, par exemple, mais
En santé, tu as énormément d'attaquants qui ont prouvé qu'ils pouvaient jouer sur une base régulière sur ton line-up. 16, 17 gars peut-être. La quantité, si on imaginait un line-up en santé, quel défi ça représente de gérer la quantité de joueurs qui sont à votre disposition, puis quel défi ça représente aussi au point de vue salarial, de faire fitter tout ça quand on a un alignement avec un peu plus ensemble. C'est sûr qu'on a des limites au niveau de roster. On est permis 23. Alors, de toute façon, si jamais on tombe en santé, on aura des décisions à prendre. On n'est pas inquiète au niveau du cap. On est capable de garder tout le monde. C'est sûr, si on ajoute quelque chose, ça peut changer des choses. Le défi, premièrement, j'aimerais avoir ce défi d'être en santé, mais si on regarde autour de la ligue, puis on regarde la cédule, c'est vraiment difficile de planifier pour une équipe complètement en santé. Mais si jamais on est si chanceux, on aura des décisions à prendre, puis on le prendra avec les coachs au niveau de comment ils verront l'alignement. Y a-t-il un changement sur son pronostic? Non, mais je dirais que c'est... moi, quand je parle avec l'équipe de le medical staff, je parle toujours en généralité, pas en spécifique, parce que ça change. On veut savoir que le joueur soit disponible dans 2 jours, 1 semaine, puis ça devient 2 semaines. Mais je pense que Patrick est on time de qu'est-ce qu'il planifie pour lui. Simon Olivier. Bonjour Simon. Dans la continuité de ce que vous venez de discuter, j'ai juste une petite précision sur la question de Joe plutôt de Kirby Dach. Est-ce que là, il y aurait dépassé ce qui avait été planifié du 4 à 6 semaines? Est-ce que vous l'attendez bientôt ou c'est comme un peu dans les airs présentement? Moi, je pensais que c'était pas 6 à 8 originalement pour Kirby. 4 to 6. Oui, je ne sais même pas à quel point on est rendu. Est-ce qu'on était à 7? Je pense pas que c'est long pour Kirby. Mais, comme j'ai dit, on va être super prudent avec lui. Même avec Goulds, on va être prudent avec lui. Si on était en série, peut-être qu'on serait en mesure de leur faire retourner au jeu plus tôt. Mais avec toutes les blessures qu'on a vécues à date, je pense qu'on est mieux d'être prudent. On a assez de profondeur au niveau de, comme Marc-Antoine a dit, au niveau de le nombre de joueurs capables de jouer. Alors, je ne veux pas forcer les joueurs et puis risques qu'ils ne sont pas à 100%, spécialement Kirby. On a suivi ce que vous avez dit comme sur Patrick Laine. Donc, s'il suit son timeline, ça pourrait apparaître peut-être avant les jeux, peut-être juste après. À quel point c'est un défi pour vous de planifier, de réintégrer un gars comme ça qui est très high profile, mais qui n'a pas de place évidente dans ton line-up présent? Un défi, premièrement, high profile or not, pour moi, ça change rien. On est une équipe, on doit essayer de mettre une équipe sur la glace capable de gagner à chaque match puis de nous emmener le plus loin possible. Au niveau de la construction de l'alignement, quand on est en santé, ça va être un défi pour tout le monde, spécialement Martin, pour dire, OK, je veux avoir ce type d'alignement, je veux avoir une ligne comme ça. Alors, c'est un peu un, comment on dit, puzzle? Casse-tête? Ah ouais? C'est un peu un casse-tête. Puis j'espère qu'on va être en mesure d'avoir à gérer ça. C'est parce que ça veut dire qu'on est en santé. Marc Defoy et Mathieu Lénard. C'est Charles. Tu parlais de Hudson tantôt. Tu disais que quand tu l'as repêché, c'est le cas de bien des gars de 2e, 3e. Il y a des sure bets, mais après ça, les autres, on ne sait pas trop. Mais quand penses-tu que c'est votre meilleur coup au repêchage? Tu penses que quand tu vois le joueur qui est devenu, il y en a qui vont dire, c'est tout facile à dire après parce que là, il est bon. Mais est-ce que vous pensiez pensiez-vous qu'il deviendrait aussi bon? Au temps du repêchage? Ouais. Non. Non. Non.
Mais Qu'est-ce qui avait motivé votre décision? Parce que qu'est-ce qu'on attendait? Ah, il est petit. Il est petit, il est petit, il est petit. Tout ce qu'on attendait. Mais quand tu la regardes aujourd'hui, vous devez être fier de cette prise-là. oui, c'est sûr qu'on est fiers. Je trouve on est chanceux. À un point, premièrement, on doit donner le crédit parce qu'on est en train d'avoir nos réunions avec nos dépisteurs. Puis je pense que l'équipe de dépistage ont fait depuis 4 ans que je suis ici tout un job à évaluer les joueurs. Puis c'est pas une tâche facile. Puis avec qu'est-ce qu'on a puis qu'est-ce qui s'en vient, c'est sûr qu'ils ont fait tout un job. Les pros aussi, les dépisteurs de pros, mais nos dépisteurs dans l'ensemble ont fait... ils nous font notre job plus facile. On parle de gens. Il y a Michael H. qui a joué le championnat du monde. D'après vos informations, c'est l'intention de continuer. Avez-vous des... J'ai aucune idée. C'est quelque chose qu'on discutera dès que sa saison est terminée. C'est sûr qu'on voudra qu'il soit dans le moment avec son équipe à Michigan. Comme j'étais à Minnesota pour lui voir jouer. J'ai vu 3 matchs de lui, mais j'ai pas parlé avec lui. Je veux pas lui déranger. Nous autres, de notre côté, on lui suit pour être en mesure de prendre la décision qu'on croit qu'il est prêt. De là, c'est vraiment à lui à déterminer est-ce qu'il pense qu'il est prêt, est-ce qu'il veut continuer à l'école pour une autre année, est-ce qu'il veut commencer sa carrière professionnelle. C'est des décisions. J'imagine qu'il pense à ça un peu de lui-même, mais on ne voudrait pas ajouter à ça au niveau d'une distraction. Vous autres pensez qu'il est prêt. C'est ça que vous pensez? On pense qu'il va dans une bonne direction pour qu'il soit prêt, mais j'aimerais prendre cette décision qu'on doit le prendre. Vous avez glissé un mot sur Slafkovský un petit peu plus tôt tantôt. À quel point de passer du premier trio au deuxième trio, ça a été bénéfique pour lui? Je sais pas à quel point. Je pense qu'il doit avoir un certain aspect que Slav, en jouant avec 2 jeunes, sent comme le vétéran. Puis avec ça, il y a une certaine penser que c'est ma responsabilité de les emmener. Mais Slav a travaillé beaucoup aussi au niveau de son jeu individuel. Qu'est-ce qu'on voit de lui, c'est qu'il joue beaucoup plus vite. On a toujours vu j'ai vu les commentaires de Martin que le jeu ralentit pour lui. Mentalement, oui, mais je trouve que c'est parce qu'il patine beaucoup plus. Alors, si la première option n'est pas là, il y a une deuxième et une troisième parce qu'il est toujours en mouvement. Alors, c'est vraiment le changement qu'on a vu de lui. Puis c'est comme... Ça doit avoir... Comment est-ce que je pourrais dire? Il l'a fait comme on le voyait avant un match sur 4 ou 5, mais il y avait un point, je ne peux pas le mentionner exactement quand, où il l'a fait pour le match au complet, puis il est revenu, il l'a fait encore. Il a fait un 3e match, puis c'est comme the light switch went off pour lui. Puis il remarque que c'est vraiment ça qui l'aide à augmenter son jeu, puis on est très content de sa progression. Très, très content. Une petite dernière, est-ce que tu étais surpris de ne pas voir Lane Hudson et Cole Caulfield avec l'équipe américaine? Je vois tous les débats au niveau de l'équipe américaine, l'équipe canadienne, puis les autres équipes aussi, de Suède. J'ai même pas essayé de me mettre dans les souliers des gérants des autres équipes. Je peux juste vous dire qu'on est très contents qu'ils sont avec nous. J'aimerais t'entendre sur la progression d'Ivan Demina. Est-ce que actuellement, sachant qu'il est sur un pace pour peut-être être une recrue de l'année potentielle dans la Ligue, est-ce qu'il est à la hauteur des attentes que vous avez ou est-ce qu'il les surpasse actuellement? Je peux pas vous dire qu'il a dépassé nos attentes.
quand je pense d'un joueur, peut-être c'est toujours plus le gérant comparativement au coach, mais moi, je pense plus à sa carrière que la première année. On attendait que Ivan serait un joueur très important pour nous depuis qu'on l'a repêché. On est très content. C'est pas facile quand tu déménages de l'autre côté du mer, puis dans un pays très différent, puis il y a des ajustements à faire socialement, puis tout, puis tu laisses ta famille en arrière. Alors, avec tout ce qu'il a géré hors d'hockey, pour lui d'avoir le succès qu'il a, c'est impressionnant. Gabriel from CBC. Yeah. So back to the injury front, considering that Doc, Gooley, Laine will soon come back, how tough will it be to manage those lineups, keep the chemistry intact, and manage those bodies? I answered that in French, but I hope we have that problem. I hope we're healthy enough, have a completely healthy lineup that we have those decisions to make. I'm not sure that's going to be the case given the schedule, and we look around the league, and every time we think we're getting healthy, somebody else goes out. Right at one point, we're like, oh, we got Doc and Newhook and Patrick Laine, and all of a sudden there's no Jake Evans and there's no Andy. So if we get confronted with that situation, I think that'd be a great situation for us. We'll have to figure it out at that point in time, but I suspect it'll have to do with the coaches will have a lot to say in that in terms of what they want the makeup of the team to look like, I should say, and how guys are playing at that moment is the reality, right? At any point in time, some guys are playing really well, and then their game dips and somebody's picks up. So it's hard for me to answer that without being at that point. On termine la conférence avec des questions de Martin Mémoire et André Arnaud de RDS. Quand votre différentiel d'équipe, votre jeu collectif selon votre coach, au cours des dernières semaines, il a progressé. Je t'ai entendu tout à l'heure en anglais en faire allusion. Est-ce que pour toi, c'est cette année que vous devez atteindre un meilleur équilibre au niveau de l'attaque et de la défense? On sait que vous êtes capable de marquer des buts, vous êtes une équipe rapide, mais c'est-tu l'année où il faut aller chercher cet équilibre-là? Oui, j'espère qu'on va continuer à devenir meilleur défensivement et offensivement. Je trouve qu'on score beaucoup, on donne beaucoup, mais si tu regardes côté comme les chiffres avancés, statistiques avancées, c'est un peu peut-être le contraire où on s'améliore beaucoup plus côté défensif qu'offensif. Mais on a beaucoup de talent. Alors peut-être sur les chances qu'on est données, on est capable de scorer plus que notre équipe. Mais j'espère qu'on va continuer dans cette... je pense pas que c'est quelque chose où l'équilibre est trouvé une saison. Je pense que c'est toujours d'une saison à l'autre, puis entre une saison où il y a des hauts et des bas, puis des... quand on parle d'un power play, le power play pour un an est super bon, puis l'année d'après, le power play est moins bon. On trouve ça dans des avantages numériques dans le moment. Alors, je trouve qu'on va toujours avoir cette balance. Mais la maturité, au niveau des décisions qui sont prises par les joueurs, ça, j'espère que cette année, c'est vraiment une année où les jeunes commencent à apprendre. Mais on va ajouter des nouveaux jeunes dans la future aussi. Alors, je pense que ça va toujours être une tâche pour les coachs. De façon plus générale, avec le classement qui est si serré à ce moment-ci, est-ce que le marché des transactions en vue du deadline est différent de ce que vous avez vécu dans vos années? Oui. Je pense que cet été aussi, c'était différent parce que il y avait un nombre d'équipes qui ont suivi le même processus que nous aux alentours du même temps quand on parle d'Anaheim ou San Jose ou Chicago, ces équipes. Cette année, on pensait, en tout cas moi je pensais en regardant les équipes que Pittsburgh serait une des équipes qui pourrait être en reconstruction. Puis dans le moment, ils sont dans les séries. Puis il y a certaines peut-être qui sont hors des séries dans le moment, mais qui ont déjà été dans ce processus assez long. Alors, oui, je m'attends que le
date limite des transactions pour être plus tranquille que dans les années passées. Et aussi les changements qu'ils ont fait au niveau de cap, sur le playoff cap, qui va avoir un effet, je ne dirais pas négatif, mais cooling effect. Refroidir. Oh, sorry. It's not always good. Est-ce que votre téléphone sonne plus vu la qualité des jeunes que vous mettez sur la glace en ce moment? Est-ce qu'on voit? Pas dans le moment, mais à différentes périodes dans l'année. C'est ça que j'attends quand je parle des équipes qui pourraient être dans cette... il dit souvent que s'ils décident d'aller d'une certaine manière, on est une équipe qui aimerait parler avec parce qu'on a des bons prospects puis plusieurs choix, des bons jeunes. Merci, Ken. Merci tout le monde. La conférence de